Peu d'histoires d'espionnage et d'espionnage sont entourées d'autant de mystères que la mort d'Ashraf Marwan. C'était un homme d'affaires égyptien et un espion pour l'agence de renseignement israélienne, le Mossad. Ashraf Marwan, alias NG, est reconnu par le Mossad pour avoir sauvé Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1973. Cependant, l'Égypte et Israël le voient tous deux comme un héros national, sans certitude sur le fait que Marwan ait été un vrai espion pour Israël ou un patriote égyptien agent double. Peu d'espions ont eu droit à une fin paisible après une longue vie, et Ashraf Marwan ne fait pas exception. Le 27 juin 2007, vers 13h30, Marwan est tombé du 5e étage de son appartement londonien d'une valeur de 44 millions de livres, situé au numéro 24 de Colton House Terrace. Il a atterri dans une roseraie privée et est décédé de ses blessures avant l'arrivée des secours. Ce qui manquait de façon flagrante dans l'appartement de Marwan le jour de sa mort, c'était le seul manuscrit connu de ses mémoires inachevées. La question qui reste sans réponse à ce jour est la suivante. A-t-il sauté ou a-t-il été poussé ? Né en Égypte en 1944, Ashraf Marwan venait d'une bonne famille égyptienne. Son grand-père est devenu le chef des tribunaux de la charia et son père était général dans la garde républicaine égyptienne. En 1965, Marwan a obtenu son diplôme d'ingénieur chimiste avec mention très bien à l'université du Caire. Peu de temps après, il a été enrôlé dans l'armée. La même année, Marwan rencontre et tombe amoureux de Mona Nasser, 17 ans, fille du président égyptien Gamal Abdel Nasser. Le couple se marierait l'an prochain. Le mariage de Marwan avec la fille du président l'a hissé encore plus haut dans les cercles politiques égyptiens. Marwan a prolongé son service militaire de 2 ans, puis a obtenu un poste auprès de Sami Sherif, chef du bureau présidentiel et des renseignements égyptiens. En 1968, Ashraf et Mona ont eu leur fils Gamal, puis ont déménagé à Londres pour qu'Ashraf poursuive ses études en chimie. Ce déménagement fut bref pour Marwan, dont la famille dut vite rentrer en Égypte. Certains affirment que le président Nasser s'inquiétait du luxe de leur vie en Occident. D'autres pensent que l'ordre a été donné après qu'on ait découvert qu'Ashraf s'était impliqué avec l'épouse d'un cheikh koweïtien, qui lui apportait un soutien financier. Selon tous les témoignages, une tension s'est installée entre Ashraf et son beau-père, le président. Nasser a même exigé que sa fille divorce de Marwan, mais Mona lui est restée fidèle. Au retour de la famille de Marwan en Égypte, le président Nasser s'est assuré de raccourcir la laisse en demandant au chef des renseignements, Sami Sharif, de le surveiller de près. Mais Marwan retourna vite à Londres, non pour étudier, mais pour trahir son pays et devenir espion pour Israël, l'ennemi juré de l'Égypte. Les récits divergent quant à la manière dont Marwan a d'abord approché les services de renseignement israéliens. Le scénario le plus probable est fin 1969 ou en 1970. Marwan a contacté pour la première fois l'ambassade d'Israël à Londres, en appelant plusieurs fois d'une cabine téléphonique rouge. Il demandait toujours à voir la sécurité, mais on le repoussait. Finalement, cependant, il a été autorisé à laisser un message. Le chef de la division européenne du Mossad, Shmuel Gorin, aurait reçu ce message. Reconnaissant le célèbre nom égyptien, il a aussitôt pris contact avec Marwan, qui repartait en Égypte le lendemain. Une réunion avait eu lieu dans un café de Londres entre Marwan et un homme nommé Alex, en réalité Doubi. Lors de cette rencontre, il est dit que Marwan a remis à Alex une enveloppe de documents comme échantillon des informations qu'il pouvait fournir au service de renseignement israélien. Il a dit qu'il ne demandait rien sur le moment, mais qu'il attendait un paiement de 10 000 $ à leur prochaine rencontre. Pourquoi un homme aussi puissant qu'Ashraf Marwan deviendrait-il espion et trahirait-il son pays ? La principale question des renseignements israéliens concernait la méfiance du Mossad envers les walk-ins. Le principal risque à recruter un volontaire comme Ashraf Marwan était qu'il soit en réalité un agent double, envoyé par l'Égypte pour fournir de fausses informations à Israël et renvoyer des secrets à son beau-père, le président. L'argent a clairement motivé Marwan à espionner contre l'Égypte.
L'insatisfaction face à son allocation familiale et l'envie de créer sa propre richesse ont sans doute influencé la décision de Marwan de contacter le Mossad. Il savait que les informations dont il disposait rapporteraient une somme princière à l'ennemi numéro 1 de l'Égypte. Certains pensent que Marwan a été payé jusqu'à 3 millions de dollars américains par Israël pendant ses années d'espionnage, mais ce chiffre n'a jamais été confirmé ni vérifié. La motivation de Marwan était aussi en partie idéologique. C'était un capitaliste pur et dur, et il méprisait l'idéologie communiste soviétique. Il en voulait à l'ingérence soviétique dans les affaires égyptiennes, estimant que son pays était utilisé comme un pion dans un jeu d'échecs géopolitique mondial. Après la création d'Israël comme État indépendant en 1948, plusieurs guerres l'ont opposé à une coalition de voisins arabes. Les différends portaient principalement sur la légitimité de l'État israélien, le territoire qu'il occupait au Moyen-Orient et le statut de la Palestine. La guerre israélo-arabe débute en 1948 dès la déclaration d'indépendance d'Israël. La deuxième guerre israélo-arabe, qui a duré moins d'un an, s'est déroulée d'octobre à novembre 1956. Connu sous le nom de crise de Suez, ce conflit fut l'un des moments les plus décisifs et les plus dangereux de la guerre froide. Cela fut suivi en 1967 par la troisième guerre israélo-arabe, appelée guerre des 6 jours. Israël est sorti victorieux du troisième conflit, s'emparant des territoires contestés du plateau du Golan, de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et de la péninsule du Sinaï. Pendant ces conflits, les pays formant la coalition arabe étaient des États clients de l'Union soviétique, tandis qu'Israël était soutenu par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Les officiers du renseignement impliqués dans l'opération Angel ont déclaré que c'est la défaite de l'Égypte lors de la guerre des 6 jours et la perte de la péninsule du Sinaï. C'était le facteur décisif. En choisissant de devenir espion, Marwan a peut-être pensé, d'une certaine manière perverse, que trahir son pays en espionnant contre lui permettrait à l'Égypte de se débarrasser de ses maîtres soviétiques. Une autre théorie avance qu'il souhaitait simplement passer à l'ouest et que l'espionnage lui offrait la meilleure chance d'une nouvelle vie en Angleterre. Lorsque Marwan a contacté le Mossad pour la première fois, l'Égypte et Israël étaient en pleine guerre d'usure qui durait depuis environ 3 ans. Lors de la première rencontre de Marwan avec Alex, un cessez-le-feu de 90 jours avait expiré puis été renouvelé. Mais il était clair qu'en l'absence de solution diplomatique, les combats reprendraient rang bientôt. Après avoir examiné la première série de renseignements fournis par Marwan, le Mossad était convaincu que Marwan était authentique. Les informations étaient considérées comme inestimables, presque comme s'ils avaient un agent dormant dans le lit de Nasser, comme cela a été décrit plus tard. L'opportunité que Marwan offrait aux renseignements israéliens était sans précédent et ne pouvait pas mieux tomber pour Israël alors qu'il se préparait à une nouvelle guerre. Duby, ou Alex, comme Marwan l'appelait, rencontrait l'espion en personne chaque fois qu'il se rendait à Londres. Marwan, peu adepte de la technologie, refusait d'utiliser tout moyen de transmission sans fil pour transmettre ses renseignements. Il fallait parfois le freiner parce qu'il ne prenait pas les précautions nécessaires lorsqu'il rencontrait le Mossad. Il appelait continuellement le standard de l'ambassade d'Israël à Londres pour organiser des rendez-vous et porter sur lui des documents top secrets sans se soucier de savoir s'il serait né remarqué comme manquant. Soudain, le président Nasser est décédé d'une crise cardiaque en septembre 1970. Marwan devint un proche collaborateur du successeur de Nasser, Anwar Sadat, l'aidant à vaincre ses opposants et à devenir président égyptien. Après avoir prêté serment, Sadat a mis en œuvre ce qui est devenu connu sous le nom de Révolution corrective de 1971. Pendant cette période, Sadat a écarté les Nassériens de gauche et pro-soviétiques du gouvernement et des forces de sécurité pour renforcer son pouvoir. Marwan est sorti de cette purge non seulement indemne, mais aussi couvert de gloire pour le rôle qu'il a joué dans l'ascension de Sadat à la présidence. Marwan a été nommé directeur général du bureau du président et était essentiellement le bras droit du président Sadat. Marwan était aussi chef des relations extérieures égyptiennes. Il a ainsi renforcé les liens entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Jouant un rôle clé dans la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole d'imposer un embargo pétrolier aux États-Unis en 1970, cela a conduit à une crise pétrolière et à une récession conséquente aux États-Unis. Marwan a aussi joué un rôle clé dans un accord avec la Libye de Kadhafi pour fournir à l'Égypte les Mirage 5 nécessaires au renforcement de son aviation,
détruite durant la guerre des 6 jours. La position de Marwan lui donnait un accès quasi illimité aux renseignements militaires et politiques égyptiens les plus secrets, en particulier concernant les projets de l'Égypte pour reprendre les territoires perdus pendant la guerre des 6 jours. Les informations que Marwan a transmises au Mossad comprenaient les plans complets de l'Égypte pour la guerre imminente. Détails sur les exercices militaires, l'ordre de bataille et les accords d'armement entre l'Égypte et l'Union soviétique. Achraf Marwan a aussi transmis des renseignements clés, comme les procès-verbaux du haut commandement égyptien et les comptes rendus des discussions privées de Sadat avec des dirigeants mondiaux. Les discussions les plus marquantes furent celles de Sadat avec le dirigeant soviétique Leonid Brezhnev lors d'un sommet à Moscou, où l'Égypte cherchait à acheter des armes de dissuasion à l'Union soviétique. Ces informations étaient cruciales pour les préparatifs de guerre d'Israël, car son armée permanente était bien plus petite que celle de ses homologues arabes. Israël faisait face à la guerre sur de nombreux fronts et était contraint de déployer des réservistes en temps de guerre. L'affectation stratégique du personnel militaire sur les différents fronts de bataille était donc essentielle au succès militaire israélien. Les informations de Marwan étaient aussi importantes dans le contexte plus large de la guerre froide. Les notes issues des discussions entre Sadat et Brezhnev ont été remises par la première ministre israélienne Golda Meir au président américain Richard Nixon. Les informations ont offert aux États-Unis un rare aperçu de l'intérêt soviétique pour le Moyen-Orient et leurs relations avec les États arabes clients. Mais toutes les informations fournies par Marwan ne se sont pas révélées exactes, et la confiance des Israéliens dans la bonne foi de Marwan allait bientôt être ébranlée. En 1973, les tensions entre Israël et ses voisins arabes avaient atteint leur paroxysme. La coalition arabe a adopté la position des 3 non. Pas de paix, pas de reconnaissance et pas de négociation. Les chances d'une solution diplomatique s'amenuisaient. La guerre était inévitable. En avril 1973, Marwan a convaincu le Mossad que l'Égypte prévoyait de lancer une attaque vers la mi-mai. Israël, agissant sur la base de ses renseignements, a renforcé sa préparation militaire, envoyant des dizaines de milliers de réservistes et plusieurs brigades dans la péninsule du Sinaï. Mais l'attaque arabe n'a jamais eu lieu. Il s'agissait seulement d'un exercice militaire égyptien le long du canal de Suez fortifié. On estime que la mobilisation de l'armée israélienne a coûté environ 35 millions de dollars américains. Quelques mois plus tard, Marwan allait de nouveau lancer un avertissement de guerre. Le 4 octobre 1973, Marwan a appelé ses agents alors qu'ils se trouvaient à Paris pour participer à une délégation commerciale. Au cours de la conversation, il a mentionné la nécessité de discuter de nombreux produits chimiques. C'était la phrase codée pour alerter Israël d'une guerre. Mais pouvait-on le croire cette fois, ou était-il comme le garçon qui criait au loup ? Le lendemain matin, à 8h, lors de Yom Kippour, le cabinet israélien s'est réuni en urgence pour décider de la suite. Ils ont agi selon les informations de Marwan et ont mobilisé l'armée et l'armée de l'air. La première ministre israélienne Golda Meir a décidé de ne pas lancer de frappe préventive. Cette fois, l'avertissement s'est avéré correct. Bien que le timing ait été erroné, Marwan a averti d'une attaque égyptienne au coucher du soleil. Cependant, l'invasion arabe a commencé quelques heures plus tôt, à 14h, prenant les Israéliens par surprise. Les forces égyptiennes et syriennes ont envahi le Sinaï et le Golan, franchissant leur ligne de cessez-le-feu avec Israël. Israël a repoussé les attaques après 3 jours de combats intenses, menant à une impasse militaire. Israël a ensuite repoussé les Syriens jusqu'à leur ligne de cessez-le-feu d'avant-guerre et a lancé une contre-offensive en profondeur en Syrie. Le cessez-le-feu négocié par l'Organisation des Nations Unies fut bref, les combats continuant, et Israël encerclant la 3e armée égyptienne. Pendant la guerre, les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique s'accentuaient, leurs États clients s'affrontant sur le champ de bataille. Heureusement, un second cessez-le-feu fut imposé le 25 octobre 1973, mettant officiellement fin à la guerre. Israël, vainqueur tactique et politique de la guerre du Yom Kippour, avait pourtant été surpris et subi ses pertes les plus lourdes depuis 1948. Pourquoi Marwan a-t-il attendu si longtemps pour donner l'alerte concernant l'invasion arabe, et comment a-t-il pu se tromper autant sur le moment de l'attaque ? Le Mossad s'est demandé si Angel ne les avait pas trompés depuis le début.
Après la guerre, Marwan a gardé un poste clé au gouvernement égyptien, mais son passage au bureau présidentiel s'est vite terminé. De plus en plus de questions étaient posées sur la richesse personnelle d'Ashraf Marwan et ses affaires. Le président Sadat a finalement dû céder à la pression publique et mettre fin à la fonction de Marwan en mars 1976. La disgrâce d'Ashraf Marwan fut totale après l'assassinat d'Anwar Sadat en octobre 1981. Après la mort de son principal allié politique et l'arrivée d'un nouveau régime, Marwan et sa famille se sont installés à Londres. Là-bas, il a construit un empire commercial valant des centaines de millions de livres sterling. Mais dans le processus d'accumulation de sa richesse, souvent par des moyens douteux, il s'est fait de nombreux ennemis. Le rôle de Marwan comme espion pour Israël s'était terminé au début des années 1980. La question de savoir s'il avait agi en tant qu'agent double pour l'Égypte ou s'il était un espion dévoué pour Israël restait encore en suspens, selon le film Netflix L'Ange. Marwan est présenté comme ayant joué un rôle crucial dans le traité de paix entre l'Égypte et Israël, signé en 1979. Le film indique que Marwan visait principalement la paix au Moyen-Orient. Le film est une adaptation du livre d'Uri Bar Joseph, professeur de sciences politiques et auteur. Son livre remet en question l'idée que Marwan était un agent double égyptien. Selon lui, les responsables israéliens auraient dû accorder encore plus de confiance à Marwan. Mais Aaron Bregman, politologue et historien au Royaume-Uni, n'était pas d'accord avec Bar Joseph. Selon lui, Marwan a sciemment trompé Israël et travaillé pour l'Égypte depuis le début. Bregman a publié ses recherches dans son livre de 2016, L'espion tombé du ciel. Bregman déclare « Ashraf Marwan, que je connais bien, était un héros et espion égyptien ayant délibérément transmis de fausses informations au Mossad. Pendant des années, il a été un élément clé du plan de tromperie de l'Égypte en 1973 qui a pris Israël au dépourvu pendant la guerre du Kippour. Marwan s'est moqué du Mossad pendant des années. L'Égypte et Israël ne peuvent même pas s'accorder sur la véritable identité de la partie pour laquelle ils travaillaient. Les officiers du renseignement israélien considéraient Marwan comme l'un de leurs meilleurs espions. L'Égypte voit aussi Marwan comme un héros. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak a qualifié Marwan de patriote et il a eu des funérailles à fait de héros en 2007, malgré son lien notoire avec le Mossad. La révélation de l'identité d'Ashraf Marwan comme espion constitue à elle seule une histoire fascinante, marquée par des événements ayant sans doute précipité sa disparition. Aaron Bregman a commencé à soupçonner à la fin des années 1990 que les Israéliens avaient une source lors des conflits arabes. Et après avoir examiné les preuves à sa disposition, il est devenu convaincu qu'Ashraf Marwan était l'agent Ange. Dans son livre « Les guerres d'Israël », Bregman fait allusion à Ange en le décrivant comme le bras droit de Nasser. En 2002, il a publié un autre livre intitulé « Histoire d'Israël » dans lequel Bregman affirmait qu'Ange était parfois appelé par ses agents traitants le Urge et Wadekan, le gendre. Ce n'était pas vrai, mais cette affirmation a été faite dans le but de pousser Marwan à sortir du silence qu'il avait gardé sur cette question. Après le deuxième livre, Bregman et Marwan ont commencé à échanger. Bregman voulait que Marwan reconnaisse être Angel et écrive sa biographie, mais Marwan a fermement refusé. En fait, Bregman devait rencontrer Marwan le jour de sa mort. Marwan a toujours nié être un espion pour le Mossad, sans doute pour se protéger. Les accusations dans les livres de Bregman ont certes mis Marwan en danger, mais pas assez pour l'exposer à ceux qui voulaient la mort de l'ange. Marwan est alors devenu, sans le vouloir, le centre d'une affaire de diffamation entre deux anciens hauts responsables israéliens, à savoir son principal détracteur, Eli Ziera, et l'ancien chef du Mossad lui-même, Zvi Zamir. Le jugement du tribunal a confirmé que Ziera avait divulgué la véritable identité de l'ange à la presse et, ce faisant, avait nommé Ashraf Marwan comme l'espion du Mossad. Le jugement a été rendu public le 14 juin 2007. 13 jours plus tard, Ashraf Marwan était mort. Alors, qui a tué Ashraf Marwan ? Quelques soupçons existent, sans réponse certaine. Mona Marwan a affirmé par le passé que c'est le Mossad qui a tué son mari. Cependant, cela semble être une explication peu plausible. Tuer Marwan n'aurait jamais été une solution sensée pour les services de renseignement israéliens. Si Marwan avait vraiment été un agent double, le Mossad aurait eu tout intérêt à le laisser tranquille. Le jeter du balcon n'aurait rien changé. En revanche, l'Égypte aurait pu avoir un différend avec Marwan.
Le fait qu'il ait pu agir à certains moments de sa carrière d'espion en tant qu'agent double n'enlève rien au grand nombre de secrets d'État qu'il a partagés avec Israël. Ceux qui étaient au pouvoir pouvaient être préoccupés par les révélations contenues dans ses mémoires et voulaient en empêcher leur publication. Un autre fait qui mérite d'être mentionné est qu'Ashraf Marwan n'est pas le seul Égyptien lié à la politique à être tombé à sa mort d'un balcon. En août 1973, l'ancien chef de la garde présidentielle, Anwar Sadat, est tombé à sa mort d'un balcon de la Stuart Tower à Londres. À l'époque, il écrivait également ses mémoires. Puis, en juin 2000, un acteur égyptien est tombé du balcon de cette même tour. Elle voulait aussi écrire ses mémoires. 2 fois, cela peut être une coïncidence, mais 3 fois, c'est probablement un schéma. L'enquête de 2010 sur la mort de Marwan a peu éclairci les événements sur le balcon ce jour-là. Bien que des antidépresseurs aient été retrouvés dans son organisme, il avait signalé à son médecin qu'il subissait un stress considérable avant sa mort. La possibilité que Marwan se soit suicidé a été à peu près la seule chose écartée. Marwan avait un emploi du temps chargé, avec des vacances en famille et des réunions d'affaires. Selon Mona Marwan, Ashraf était devenu extrêmement soucieux de sa sécurité et quelque peu paranoïaque dans les semaines précédant sa mort. Lors de la dernière conversation qu'Ashraf a eue avec sa femme, il a dit à Mona qu'il pensait qu'il pourrait être tué, affirmant qu'il avait beaucoup d'ennemis. La chute de Marwan du balcon a été vue par 4 hommes, employés par l'une de ses sociétés depuis un bâtiment adjacent. Alors que les témoins ont déclaré avoir vu Marwan escalader la rambarde du balcon puis tomber à sa mort, ils n'ont pas vu s'il y avait quelqu'un d'autre avec lui sur le balcon à ce moment-là. Un autre témoin de la mort de Marwan a raconté avoir vu 2 hommes d'apparence méditerranéenne penchés au-dessus du balcon, regardant le corps de Marwan en bas. Des critiques ont été adressées à la police britannique pendant l'enquête après la disparition des chaussures que portait Marwan au moment de sa mort. Pour escalader lui-même le balcon, Marwan aurait dû marcher dans un pot de fleurs. La présence ou non de terre provenant de ce pot de fleurs sur ses chaussures aurait constitué un élément de preuve clé. Toutes les informations sur la vie et la mort de Marwan sont soumises à des exemptions de la loi sur la liberté d'information, empêchant leur divulgation. Sans un compte rendu complet sur la vie et l'époque d'Ashraf Marwan, il est probable que nous ignorions toujours qui a orchestré son meurtre. La question de Marwan comme agent double pourrait rester sans réponse. Les informations données par Marwan au Mossad ont été si nuisibles aux intérêts égyptiens qu'on a du mal à y croire. Sa loyauté appartenait véritablement à la nation où il est né. Espérons qu'un jour, il y aura l'occasion de réaliser une vidéo de suivi pour apporter une conclusion à l'histoire de l'espion, dont le nom de code était Ange.